Par le passé, l'Académie d'Angoumois se réunissait à l'hôtel Mercure, mais c'était un peu cher à la longue. Et c'est ainsi qu'à l'époque, j'étais président de l'Académie d'Angoumois, on avait eu l'idée de venir ici. Et puis finalement, c'est devenu une bonne habitude. J'ai changé de casquette, puisque maintenant je suis le président de la Société archéologique et historique de la Charente, tout en restant membre de l'Académie d'Angoumois. Et c'est donc comme président de la Société archéologique que je vous accueille et que j'ai en même temps, comme membre de l'Académie d'Angoumois, le bonheur et le plaisir de présenter mon ami Alain Mazère, et qui, entre autres ouvrages, entre autres qualités, fait beaucoup de publications, et notamment donc ce livre, Pierre Garnier de la Boissière, mais il est aussi secrétaire des Amis de Verteuil. Bon, c'est d'origine charentaise, mais il vit dans la région parisienne. Mais il restait très attaché à sa Charente. La preuve, c'est qu'il publie des choses sur la Charente. Et il a, comme secrétaire, organisé la rencontre des Amis de Verteuil, la Société des Amis de Verteuil sur les souvenirs napoléoniens. Hein, la Charente sous l'Empire. Oui. Sur la Charente sous l'Empire, voilà. Donc, alors aujourd'hui, il nous parle d'un personnage qui est charentais, qui a été un général, à la fois un militaire sous l'Ancien Régime, puis sous la Révolution et l'Empire, qui avait des attaches à Saint-Cloud. Alors évidemment, ça me parle, puisque je suis aussi natif de Saint-Cloud. Et il y a une autre personne aussi qui a été à Saint-Cloud, donc on est quelques Saint-Claudais là. Hein. Et bien sûr, il y a Thierry Astier, qui est un descendant du général Garnier de la Boissière. Voilà. Donc au nom de tout ça, eh bien, je crois qu'on a là tout le démarrage pour une bonne conférence avec Alain, qui saura nous intéresser, comme autrefois il nous a intéressés sur les La Rochefoucauld. Mais bon, je ne veux pas présumer de sa conférence, mais enfin quand même, Pierre Garnier de la Boissière, originaire de Saint-Cloud, a son nom sur l'Arc de Triomphe. Voilà. Et c'est quelque chose qui était méconnu à Saint-Cloud. Donc merci à Thierry Astier qui a participé à la documentation, et merci à Alain d'avoir en quelque sorte ressuscité ce personnage, et qui est une grande figure au fond de l'histoire militaire charentaise. Merci Alain et bonne conférence. Merci. Elle n'écoute pas. Merci, cher Jacques, pour ces paroles chaleureuses, Monsieur le Président de la Société archéologique. Et moi, au nom de l'Académie d'Angoumois, pour la attention, Jacques, est-ce qu'on peut éteindre là, parce que cette dame, elle a une lumière dans l'œil. Voilà, merci. Voilà, bon. Pas tout avoir. Donc merci. Et donc en tant que chancelier adjoint de l'Académie d'Angoumois, je vous félicite et je vous informe que depuis le journal officiel d'hier, notre ami Jacques Baudet est nommé chevalier de l'Ordre national du mérite, et donc ça mérite d'être souligné. On en ignore. Voilà. Et je remercie aussi beaucoup Thierry Astier, donc, qui a bien voulu faire le déplacement aussi, qui est un descendant du général Garnier de la Boissière, et qui m'a fourni un certain nombre de documents qu'on ne trouve pas sur Internet ou dans les archives normales, et qui m'ont permis vraiment de compléter cette biographie que je vous présente aujourd'hui. Voilà, donc, mesdames, messieurs, sous la Révolution et l'Empire, la Charente a produit 26 généraux, et quelqu'un que vous connaissez sans doute, et je pense que c'est M. Jonquet qui est mort cet été, m'a soufflé que l'un d'entre eux, quasi inconnu, était reposé au Panthéon. Alors, un Charentais quasi inconnu au Temple de la Gloire, ça interroge, ça interpelle, comme on dit aujourd'hui. Et donc, je me suis penché sur le cas de Pierre Garnier de la Boissière.
Et Pierre Garnier de la Boissière est né en 1755, c'est-à-dire sous Louis XV, à Chassiec, c'est-à-dire c'est proche de Champagne-Mouton. Sa famille, donc les Garnier, sont une famille de petite noblesse très ancienne parce que les généalogistes la font remonter au moins à l'an 1000. Et les Garnier ont donné leur nom d'ailleurs au village de la Garnerie, qui est sur la paroisse de Champagne-Mouton. Et en 1607, par mariage, le fief de la Boissière est passé dans leur famille et il y est resté parce qu'il n'a jamais été vendu, mais toujours transmis. Et encore aujourd'hui, c'est une propriété, la Boissière, qui est très bien restaurée et entretenue par Madame Parc, qui est née Véronique de Champvalier. Et donc, le père de Garnier de la Boissière était de Ruffec, c'était un capitaine de cavalerie, officier de Saint-Louis, qui s'est marié avec une Savignac-Fénelon, qui était de Chassiec, qui avait le logis de la Mingoterie là-bas. Et ils ont eu 4 enfants, une fille et 3 fils. Et ils sont allés s'établir dans la petite ville de Saint-Cloud, dont nous parlions tout à l'heure. Et lorsque les enfants, enfin les fils, ont eu 9 ans, les parents ont confié leur éducation au collège militaire de La Flèche, dans la Sarthe, et ensuite, sur preuve de noblesse, les ont confiés à l'école militaire du Champ de Mars, à Paris. Et à 17 ans, de façon tout à fait logique, compte tenu de ses origines et de sa formation, Garnier de la Boissière, à 17 ans, s'est engagé dans l'armée royale, et il y a, si on peut dire, végété pendant 20 ans, parce que Louis XVI n'aimant pas la guerre, on ne la faisait pas, et donc c'est plutôt une vie de garnison qu'il a connue. Mais la Révolution française est venue bouleverser cette vie assez rangée, et à partir de ces événements de la Révolution française, la vie de Garnier de la Boissière, la seconde partie de sa vie, donc, est composée de 2 périodes successives très actives, l'une qui sera celle d'un général de la Révolution, et l'autre qui sera celle d'un dignitaire de l'Empire, et le tout sous-tendu par une vie privée discrète, mais néanmoins réelle. Comme vous le savez, en 1792, les révolutionnaires français ont déclaré la guerre aux monarchies européennes qui étaient censées asservir leur peuple, et donc il fallait les libérer. Et c'est l'époque, vous savez, où le général Dumouriez contient les Prussiens à la bataille de Valmy, et c'est aussi en même temps l'époque où le général Custine, à la tête de notre armée du Rhin, envahit l'Allemagne et prend les villes de Spire, de Mayence, de Francfort, et Garnier de la Boissière, à ce moment-là, est capitaine de cavalerie et il est affecté à l'armée du Rhin, où il passe rapidement chef d'escadron, et il commet à ce moment-là sa première action d'éclat au moment de la prise de la ville de Spire, par une action déterminante qui a été, avec seulement 12 cavaliers, de faire prisonnier 300 fantassins autrichiens qui étaient postés dans les vignes autour de la ville de Spire. Et cette action d'éclat lui a valu d'être promu chef de corps, c'est-à-dire colonel, du 2e régiment de chasseurs à cheval, un régiment qu'il affectionnera toute sa vie. Et ils m'ont coupé, qu'est-ce que je veux dire donc, oui, alors cette action d'éclat, ensuite, donc sa vie militaire se déroule, et il est repéré par un représentant du peuple aux armées, qui étaient des gens à l'époque très puissants, des sortes de commissaires politiques qui siégeaient à côté des généraux, et qui veillait à l'application très scrupuleuse par les généraux de toutes les prescriptions du comité de salut public. Et malheur à celui qui s'en écartait, notamment le général Custine a été guillotiné pour avoir été un peu trop indépendant. Et Garnier de la Boissière, lui, réussissait à être aimé de ses hommes et de sa hiérarchie, à tel point que le représentant du peuple aux armées dont il dépendait, en quelque sorte, l'a autorisé à faire fonction de général de brigade. Et donc, il a continué sa carrière, et à ce moment-là, il lui est arrivé une aventure
qui mérite d'être souligné. C'est-à-dire qu'avec quelques cavaliers, il a repéré un certain nombre de pièces d'artillerie françaises qui étaient mal protégées et qui d'ailleurs étaient ouvertement convoitées par les Prussiens. Et les Prussiens étaient commandés par le colonel Blücher, ce fameux Blücher qui paraîtra à Waterloo lorsque Napoléon attendra Grouchy, et le colonel Blücher, qui était déjà connu à l'époque, s'empare très facilement de ces pièces d'artillerie françaises, et en même temps, dans l'affrontement qu'il déclenche, il fait prisonnier 80 soldats français, et là-dedans, le général Laboissière disparaît. Donc, on le considère mort, l'état-major le déclare mort, regrette cet officier de valeur, précise même que c'était un homme instruit. Et en fait, Laboissière n'était pas mort du tout, il était prisonnier, et il avait été exfiltré avec quelques autres officiers supérieurs vers la Suisse. Et ensuite, il s'arrange pour entrer en relation avec l'ambassadeur de France en Suisse, qu'il convainc d'organiser un échange de prisonniers qui a lieu 1 an plus tard et dont Garnier Laboissière fait partie. Et il revient donc prendre sa place dans l'armée du Rhin, où on le nomme officiellement général de brigade. Et cette mésaventure rappelle furieusement l'histoire du colonel Chabert, vous savez, ce roman de Balzac, qui concerne un officier qui, après la célèbre charge des cuirassiers à la bataille d'Eylau, est laissé pour mort sur le champ de bataille. Et ensuite, il revient quelques années plus tard, il retrouve sa femme, qui a refait sa vie, qui ne veut plus reconnaître, enfin, c'est tout le roman de Balzac. Et on peut se demander dans quelle mesure Balzac ne s'est pas inspiré de la mésaventure de Garnier de Laboissière, parce qu'on sait que Balzac, lorsqu'il venait à Angoulême, et il est venu 3 fois visiter son ami Zulma Caro à la poudrerie, aimait s'entourer des vétérans des guerres napoléoniennes pour leur faire raconter leurs souvenirs et ensuite s'en inspirer dans ses écrits. Donc voilà une piste à creuser pour les historiens de la littérature. Après l'armée du Rhin, Garnier Laboissière est affecté à l'armée d'Italie, où il est promu général de division. Et là, il participe à la bataille de Novi en 1789. C'est une bataille qui est perdue et il y est quand même pour quelque chose, donc passons là-dessus. Et il se rattrape très vite et on lui donne le commandement pendant quelque temps de l'aile gauche de l'armée d'Italie. Et puis ensuite, le commandement de la cavalerie de l'armée d'Italie, soit 7500 cavaliers. Et là, c'est une fonction qui plaît énormément à Garnier Laboissière, qui, à son âge, estime être arrivé au sommet de sa carrière et surtout au sommet de sa technicité d'officier de cavalerie. Et pour lui, c'est l'aboutissement de sa carrière. Mais assez brutalement, Bonaparte change d'avis et le remplace par le général Davout. Et à ce moment-là, Garnier de Laboissière pique une colère, trouve que c'est parfaitement injuste, et il fait valoir ses états de service, etc. Mais enfin, quand Bonaparte a donné un ordre, on exécute, et donc on en reste là, et le général Davout essaie de trouver des astuces pour tempérer Garnier de Laboissière, pour apaiser son ego, etc. Il trouve une solution, mais qui ne peut pas résister longtemps, voilà. Et tout aussi brutalement, Bonaparte décide de créer une armée des Grisons, et dont il confie la cavalerie à Garnier de Laboissière, et donc l'affaire est réglée. La mission de cette armée des Grisons, c'était de descendre en Lombardie par les Alpes centrales et de rejoindre l'armée d'Italie pour marcher sur Vienne, capitale de l'Autriche. Et l'une des difficultés de cette campagne des Grisons, de cette armée des Grisons, c'était de franchir le col du Splügen à la frontière italo-suisse en période hivernale. Et tous les paysans du coin déconseillaient fortement au général MacDonald, qui était le général en chef de l'armée des Grisons, de tenter l'aventure. Et MacDonald, lui, du moment que Bonaparte lui dit de faire quelque chose, il le fait, et coûte que coûte. Et Garnier de Laboissière en est bien d'accord, et il propose de passer le premier avec la cavalerie. Et ce qui devait arriver arriva, c'est-à-dire qu'à la moitié de l'ascension, les conditions climatiques étaient tellement épouvantables, les brouillards, les neiges, le vent, etc. Et pour couronner le tout, une terrible avalanche coupe la colonne de cavalerie aux 2 tiers,
et les 2 tiers des cavaliers arrivent à redescendre péniblement jusqu'à la plaine, mais le premier tiers, à la tête duquel se trouvait Garnier-la-Boissière, n'a pas d'autre alternative que de continuer vers le haut du col. Et là, Garnier-la-Boissière s'épuise, il est quasiment mort de froid, et ce sont 4 paysans qui le portent jusqu'en haut du col, où il y a un refuge, où il reprend assez vite quelques forces, et il s'occupe de l'arrivée des troupes, parce que tout le monde finira par passer ce col, et puis de leur descente de l'autre côté, du côté du lac de Caume. Et puis, l'année suivante, en 1801, une paix est signée, l'armée d'Italie est dissoute, et on met à la place un corps de troupes françaises en Cisalpine, qui est doté d'un inspecteur général qui est Garnier de la Boissière. Et à l'époque comme aujourd'hui, l'inspection générale, ça sent un peu la retraite, et 2 ans plus tard, Garnier de la Boissière est mis en inactivité en 1803, et il revient en Charente, sur ses terres du Saint-Cloud, où il s'occupe de sa famille, de son patrimoine, mais aussi d'affaires administratives, parce que Bonaparte, qui disait qu'il n'est pas un de ces généraux dont il connaisse son tirant d'eau, appliquait la formule certainement à Garnier de la Boissière, parce qu'il avait parfaitement mesuré les qualités d'endurance, outre la fidélité, d'énergie, de détermination de cet officier général, et il lui fait entamer immédiatement une carrière politico-administrative qui va faire de Garnier de la Boissière un dignitaire de l'Empire. Et Bonaparte commence par le nommer président du conseil du collège électoral de la Charente. Alors c'est une institution nouvelle, pseudo-démocratique, qui était surtout une sorte de vivier dans lequel on puisait des hommes de confiance. Et en l'occurrence, ça sert aussi à préparer l'élection de Garnier de la Boissière comme sénateur, comme membre du Sénat conservateur. Le Sénat était très important pour Napoléon, pour Bonaparte, parce que le Sénat était chargé de vérifier la constitutionnalité des lois, mais aussi de boucher les trous, si j'ose dire, c'est-à-dire de prendre par senatus consulte, c'est-à-dire une sorte de décret, toutes les mesures qui étaient de nature à faciliter le fonctionnement du régime de Bonaparte. Et Garnier de la Boissière se coule très bien dans ce moule de Sénat aux ordres du consul, à telle enseigne que pour le récompenser de ses bons offices, Bonaparte le nomme également titulaire d'une sénatorerie. Et là, les sénatories, c'est l'ancêtre des préfectures de région, et ça permettait de doubler le traitement de sénateurs, qui était déjà confortable, et Bonaparte tenait beaucoup au train de vie aussi des gens qui le servaient, donc les titulaires à vie des sénatoreries avaient le train de vie qui allait avec, et les habitations, la représentation qui allait avec. Et là aussi, Garnier de la Boissière s'exécute parfaitement, avec beaucoup de conscience de tout ce qu'on lui demande, parce qu'il n'intervenait pas directement dans l'activité des préfets, mais il surveillait quand même la région, et il ne rendait compte qu'au souverain, qu'à Bonaparte, qui fixait quelques missions, ou que les titulaires des sénatories se trouvaient eux-mêmes, et il faisait des rapports directs à Bonaparte. Et là aussi, Garnier de la Boissière s'est montré tout à fait digne de la confiance que le chef de l'État lui accordait, à telle enseigne aussi que pour le récompenser, parce que la fidélité ne va pas sans bienfait, et Bonaparte en rajoute une couche en le nommant sénateur, c'est Bonaparte, c'est Napoléon à l'époque, chambellan de Sa Majesté l'Empereur et Roi. Et donc, là aussi, notre ami la Boissière s'exécute très bien. Le travail n'était pas très prenant, c'était assez honorifique, c'était bien rémunéré, donc ça s'ajoutait au reste. Et l'activité consistait, s'exercer par tour. Et comme les chambellans étaient nombreux, le tour n'arrivait pas tous les 4 matins. Ils étaient dirigés par Talleyrand, qui était le grand chambellan. Et le chambellan, il veillait à ce que les appartements du souverain soient en ordre, il veillait à écarter les importuns,
Et il veillait, enfin, il escortait aussi le souverain et surtout il assistait au lever et au coucher du souverain. Et là, lorsque certaines conditions étaient réunies, c'était lui qui passait l'habit, le gant cordon, qui agrafait l'épée, qui donnait les gants et le chapeau, donc très important. Enfin voilà. Et Garry-Laboissière a fait tout ça. Et j'oublie un épisode, c'est que en tant que sénateur, parce que c'était surtout pour ça que Bonaparte l'avait mis dans les fonctions administratives, Garry-Laboissière a été un acteur, comme beaucoup d'autres, de ce qui était un tour de passe-passe tout à fait exceptionnel de Bonaparte, qui a transformé la République consulaire en empire héréditaire, en un tour de passe-passe, oui, tout à fait époustouflant, c'est-à-dire que Bonaparte a réuni ses deux complices consuls et leur a dicté trois articles que ensuite on a fait valider par une commission, un groupe de travail de sénateurs à Saint-Cloud, et ensuite qu'on a passé à l'ensemble du Sénat au Palais de Luxembourg. Et ces trois articles qui finalement n'étonnaient pas grand monde étaient les suivants. C'était article 1er, la République française devient un empire des Français. Article 2, Napoléon Bonaparte, premier consul, est nommé empereur des Français. Et article 3, la dignité impériale est héréditaire. Et après, point barre, circuler, il n'y a plus rien à voir. Et le Sénat, un peu comme un seul homme, dans un moment d'exaltation quand même un peu organisé, vote ce texte, le transforme en Senatus Consulte et se précipite pour amener ce texte-là à Bonaparte, à Saint-Cloud, pour le féliciter de son nouveau titre. Et comme par hasard, les voitures des sénateurs sont près de la porte du palais de Luxembourg, les sénateurs s'engouffrent dans leur voiture, comme par hasard, la cavalerie de la garde est là, elle l'escorte jusqu'à Saint-Cloud, et à Saint-Cloud, Bonaparte et Joséphine reçoivent les sénateurs encore constitués, et Bonaparte remercie humblement les sénateurs, et il accepte ce titre dont il dit que le Sénat estime qu'il est utile à la gloire de la nation. Voilà, donc tout va bien. Et les sénateurs repartent avec leur voiture au palais du Luxembourg. Et Bonaparte retient un dîner avec Cambacérès, qui les pilotait, parce que tous les deux, ils ont organisé toute la séance tenante la suite, c'est-à-dire le couronnement et le sacre par le pape et à Paris, alors que Charlemagne avait dû se déplacer à Rome. Et alors c'est comme ça que le 2 décembre 1804, à l'aube, dans le froid, il faisait moins 3 degrés, il paraît, le sénateur Garry-Laboissière revêt son beau costume de sénateur, bleu barbeau, brodé d'or, éclairé par sa récente plaque de grand officier de la Légion d'honneur, il met son chapeau à plumes, son épée à chevaux dorés, et il regagne et il rejoint ses collègues au palais de Luxembourg, et tous encore constitués, ils se dirigent vers Notre-Dame, dans le froid, Notre-Dame de Paris qui croule sous les décors de carton-pâte, et là, faveur supplémentaire de Bonaparte, les maîtres des cérémonies disposent des sénateurs de part et d'autre du trône, mais un peu en avant, du trône surélevé de 20 marches sur lequel Napoléon ira s'asseoir lorsqu'il sera couronné. Et là, Garnier de la Boissière, comme tout le monde, se lève, applaudit, crie « Vive l'empereur !» et il assiste à cette messe interminable du couronnement. Il est devenu véritablement un rouage de ce grand système institutionnel, militaire, politique, administratif sur lequel nous vivons encore un peu. Et donc Bonaparte continue, Napoléon maintenant continue de choyer Garnier de la Boissière qui lui rend tout le service qu'il demande, mais il ne perd pas de vue quand même que les compétences premières de Garnier de la Boissière, et celles qui comptent le plus pour Napoléon, ce sont ses compétences militaires. Et malgré toutes les fonctions, toutes les dignités civiles dont il le gratifie, quand les affaires commencent à tourner un peu mal, Napoléon se rappelle
à son bon souvenir, et en 1807 notamment, il lui demande de reprendre du service et de former un certain nombre de conscrits que Garenne-la-Boissière fera tous vacciner contre la variole, d'ailleurs, ce qui est une innovation à l'époque, et de les constituer en une légion de réserve qui fait descendre vers Bayonne et qui ensuite passera en Espagne. Et 2 ans plus tard, les affaires, là encore, commençant à se dégrader de plus en plus pour Napoléon, Napoléon crée une armée d'Allemagne et il confie la cavalerie de l'armée d'Allemagne à Garnier de la Boissière. Et le point de ralliement de cette armée d'Allemagne, c'est Strasbourg, parce que c'est à Strasbourg qu'on passera le Rhin. Et donc, mois d'avril, tout le monde a rendez-vous à Strasbourg. Et c'est en faisant ces préparatifs pour rejoindre cette armée d'Allemagne, la cavalerie de l'armée d'Allemagne à Strasbourg, que soudain, Garnier de la Boissière, donc en avril 1809, à Paris, s'écroule et il meurt. Et il sera inhumé au Panthéon, et son nom sera gravé sur le pilier est de l'Arc de Triomphe. Et bon, voilà une vie tout à fait remplie, d'une part, comme je vous disais, le général de la Révolution, et d'autre part, ce qui a pu se passer sous l'Empire. Et malgré tout ça, et il est mort à 54 ans, donc c'est quand même pas très âgé, une vie privée qui, bien que discrète, a été réelle. Et Garenne de la Boissière s'est mariée à 35 ans, en 1790, avec une jeune fille mineure de Saint-Cloud, qui s'appelait, comme par hasard, Marie Boissière. C'était la fille du sénéchal de Saint-Cloud. Et à ce moment-là, ils ont quitté le château du Pavillon à Alou, qu'ils habitaient, pour louer le château de la Boussardie à Saint-Cloud. C'est à Saint-Cloud. Ils ont loué, ils n'ont pas acheté, parce que ils attendaient, si j'ose dire, le décès de la belle-mère de Garenne de la Boissière, qui léguait au jeune couple son hôtel Boissière du bourg de Saint-Cloud. Garenne de la Boissière fera son domicile légal dans cet hôtel Boissière toute sa vie. Il achètera quand même en 1799 à la famille La Rochefoucauld le petit château de Saint-Cloud avec les terres attenantes, mais il y logera son régisseur, lui préférant habiter cet hôtel Boissière dans le bourg de Saint-Cloud, quand il n'habitait pas 512 rue de Lille, à Paris, où quand même il était très souvent. Le couple a eu 4 enfants, dont 2 ont survécu, 2 fils, Jean-Frédéric et Jean-Édouard. Tous 2 ont commencé une carrière militaire et ensuite ils se sont tournés plutôt vers les affaires ou la gestion de leur propriété. L'aîné, Jean-Frédéric, a quand même été aussi homme politique parce qu'il a été élu député de la Charente, notamment contre Alfred de Vigny. Et ensuite, il a été battu par Poujart du Limbert, qui est de la famille de notre ami Jacques Perrot, qui devait être là aujourd'hui, mais qui n'a pas pu. Et Jean-Frédéric l'aîné a surtout été un maître de forge à Chirac, où il habitait le beau château de l'Âge-Bertrand. L'Âge-Bertrand lui avait été apporté en dot par sa femme, Octavie Blanchon, qui était la fille d'un riche commissaire des guerres de Confolens. Et ensuite, la famille, ils ont eu 5 enfants, et la famille a essaimé dans différents châteaux de la région, sauf le fils aîné, bien entendu, mais ensuite la famille aînée de la Boissière a migré vers le château de Monette à Abzac. Et ils ont vendu ensuite ce château, enfin le 4e comte de la Boissière, parce que je oublié de vous dire que le titre de sénateur de l'Empire portait celui de comte de l'Empire. Donc Garenne de la Boissière était le comte de l'Empire, premier comte de Garenne de la Boissière, et son fils aîné était le 2e comte, etc. Et le 4e comte, lui, donc, a vendu le château de Monette à Abzac au père de M. de Montbron, ici présent, et est allé s'établir à Ruffec. La famille revenait un peu à ses origines, et le 5e comte de la Boissière s'est éteint à Ruffec en 1973, et c'était la fin de la branche aînée de la famille. La branche cadette, celle de Jean-Édouard, en revanche, est toujours bien vivante. D'ailleurs, son descendant est ici présent, vivant.
Et donc Jean-Édouard, donc je dis, a commencé une carrière militaire, puis ensuite a géré ses affaires, et il a eu une fille, Alexandrine, qui s'est mariée avec un fonctionnaire des impôts d'Angoulême, nommé Astier. Elle habitait le château de Saint-Cloud, qui est devenu par là même le château Astier, et dont la famille s'est séparée il y a une dizaine d'années pour aller du côté de Chasseneuil. Donc voilà une vie bien remplie avec des descendants dont certains existent encore et portent encore bien ce nom. Et alors que retenir de Garenne Lavoisière? Moi je crois que tout est un peu résumé dans ce buste que j'ai fini par retrouver, il n'est plus là, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, que j'ai fini par retrouver avec quelques difficultés au Sénat parce qu'on ne disposait pas de représentation de la Lavoisière. Et je trouve que le sculpteur qui l'a représenté à l'âge de 50 ans, 4 ans avant sa mort, dans son costume de sénateur, a bien traduit la personnalité de cette... D'ailleurs, je trouve qu'il a vraiment un air de famille avec vous. D'ailleurs, et je trouve maintenant qu'il y a cette maîtrise du... Enfin, on voit le sanguin qui se maîtrise, on voit cette autorité, cette distance, et en même temps cette énergie, cette détermination qui rappelle les propos que Napoléon à Sainte-Hélène a tenus lorsqu'il s'est remémoré ce terrible passage du Splugien dans les neiges, etc., où il a dit « Les neiges, les glaces, les précipices offraient de grands dangers ». Et le général de cavalerie Lavoisière a donné l'exemple du courage. Je vous remercie. Bravo.